Vous êtes bien sur Europe 1, vous étiez bien dans Bon Baiser du Mondial, vous serez bien demain dans Bon Baiser du Mondial. Mais pour le moment, il est 23h et sur Europe 1, c'est l'heure des infos. Et pour les infos, on retrouve Pierre Devineau. Bonsoir Pierre. Bonsoir François, bonsoir à tous. Mardi foot, lundi Versailles. Avant d'assister à la demi-finale France-Belgique demain à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron réunissait les parlementaires à Versailles aujourd'hui, compte rendu dès le début de ce journal. Marine Le Pen accuse les juges de l'assassiner politiquement. Elle conteste la légalité de leur action dans la confiscation de 2 millions d'euros au parti. Explication à suivre. Boris Johnson claque la porte du gouvernement britannique. Une gifle de plus pour Theresa May qui se retrouve affaiblie. Dans ce journal également, du rosé espagnol vendu comme français. L'optimisme d'Hugo Lloris à 24 heures du match contre la Belgique. Et le nouveau maillot jaune sur le Tour de France. La météo de Christine Peña. Demain, un peu plus de nuages au nord. À suivre également les unes du lendemain. Son discours était attendu. Emmanuel Macron a parlé plus d'une heure et demie au Parlement réuni à Versailles en congrès. Un discours qui intervient pour la deuxième fois. Et cette fois-ci dans un contexte où se succèdent les sondages défavorables pour l'exécutif. Le président a abordé de nombreux sujets. Ça va des problèmes économiques, que ce soit les retraites, la dépense publique, à d'autres, comme le terrorisme ou encore la place de l'islam en France. William Galibert, vous étiez à Versailles pour Europe 1. Est-ce qu'il s'est agi, comme à l'accoutumée, d'une tentative de justifier son action face aux Français ? Oui, mais avec quelque chose en plus, comme l'esquisse présidentielle d'un acte de contrition. Surprise, Emmanuel Macron concède certaines faiblesses et même quelques doutes. C'est rare, très rare, dans la bouche du chef de l'État. Je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Tout président de la République connaît le doute, bien sûr, et je ne fais pas exception à la règle. Je suis parfaitement conscient du décalage entre l'ampleur des réformes engagées et le résultat ressenti. Mais voilà, avec Emmanuel Macron, le mea culpa se transforme rapidement en plaidoyer. Et là, pas besoin d'avocat, le chef de l'État assure sa propre défense. Dans un Versailles fournaise, l'assure perle sur son front. Et Emmanuel Macron vante, je cite, ses choix courageux. Il rejette encore une fois l'image du président qui cajole les riches et méprise les autres. Je n'aime ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Ce sont les producteurs qui font ce gâteau et personne d'autre. Et il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas les entreprises. Viennent ensuite les promesses de l'an 2, un plan anti-pauvreté enfin annoncé pour septembre, pas touche aux pensions de réversion, mais des annonces cet été pour baisser les dépenses publiques et un nouveau cadre pour l'islam de France à l'automne. Voilà, c'était la mise au point du président avec un ultime pied de nez à ceux qu'il décrivent en monarque républicain. Dès l'an prochain, ce monologue versaillais va changer de format et sera suivi d'un question-réponse entre le président et les parlementaires. Merci William Galibert du service politique d'Europe 1. Comme annoncé, les députés de la France Insoumise ont boycotté le Congrès. Jean-Luc Mélenchon met en place une manifestation en ligne avec le hashtag Macron Monarque avec un C à la fin. Emmanuel Macron qui demain s'envolera pour Saint-Pétersbourg, je vous le disais en titre, pour assister à la demi-finale des Bleus. Marine Le Pen, de son côté, contre-attaque. Elle dénonce la retenue de 2 millions d'euros à son parti opérée par les juges dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle accuse les juges d'être politisés, de perpétrer un assassinat politique. Chloé Triomphe, on va essayer de comprendre. Il y a plusieurs points qu'elle a soulevés. Puis surtout, elle prétend que saisir cette somme avant le jugement serait illégal. Vrai ou faux, Chloé ? Eh bien, pas du tout. Marine Le Pen se trompe en affirmant cela, puisque depuis 2010, un article du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut, à titre conservatoire, saisir des sommes ou des biens à hauteur du produit de l'infraction. On parle donc bien de la phase avant procès et donc a fortiori avant jugement. En l'occurrence, dans ce dossier où plusieurs assistants parlementaires ont été mis en examen, ainsi que Nicolas Bell, ancien vice-président du parti, eh bien, les juges ont pris leur calculette, ils ont additionné les salaires perçus. Cela correspond aux 2 millions saisis aujourd'hui et à l'estimation du préjudice formulé par le Parlement européen qui s'est constitué partie civile. Alors cette somme, elle est gelée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure, procès inclus. Mais d'ici là, les juges ont effectivement préféré jouer la sécurité en considérant qu'au vu des finances du parti, eh bien, il y avait de fortes chances pour que cette somme serve à rembourser les emprunts et que le jour J, en cas de condamnation, eh bien, le parti ne soit tout simplement pas en mesure de payer. C'est une pratique
courantes en matière économique et financière. En attendant, le parti a fait appel de cette décision, c'est son droit. Et de son côté, la chancellerie a défendu les magistrats mis en cause dans un communiqué en critiquant la pression mise sur eux par les déclarations de Marine Le Pen. Merci Chloé. Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Sanofi prend ses responsabilités. Le groupe pharmaceutique a annoncé l'arrêt immédiat de la production dans son usine chimique de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est l'usine qui produit la Dépakine. Le groupe a diligenté une enquête interne pour comprendre la teneur des rejets toxiques qui lui sont incriminés. Les juges antiterroristes chargés de l'enquête sur le 13 novembre 2015 ont délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des frères Klein, 2 figures de l'État islamique. Des juges qui estiment boucler l'instruction en septembre 2019. Ils l'espèrent en tout cas. Ils l'ont indiqué tout à l'heure aux familles des victimes réunies à l'école militaire. À Londres, la démission de Boris Johnson a fait l'effet d'une bombe alors que la démission du jour, originairement, c'était celle de David Davis, le ministre chargé du Brexit, remplacé par l'eurosceptique Dominic Raab. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le départ de Johnson est lié à celui de Davis. Oui, ce qui lie David Davis et Boris Johnson, c'est qu'ils sont tous les deux en désaccord avec Theresa May et sa nouvelle approche sur le Brexit. Elle a détaillé cette nouvelle position vendredi dernier devant tous ses ministres réunis dans sa résidence de campagne de Chequers. Qualifié de Brexit soft par les eurosceptiques du Parti conservateur, le plan de Chequers promeut un large alignement sur les règles de l'Union européenne. Pour les Brexiters, il fait donc trop de concessions à Bruxelles. Boris Johnson avait qualifié ce texte de crotte. Il lui était donc impossible de se maintenir au gouvernement après la démission de David Davis. Malgré son désaccord avec Theresa May, l'ancien ministre du Brexit lui a affirmé son soutien ce matin dans la foulée de sa démission. Ce n'est pas le cas de Boris Johnson pour l'instant. Depuis des mois, il se pose en challenger face à une première ministre affaiblie. Son départ risque d'inciter les conservateurs eurosceptiques à déclencher un vote de défiance contre elle. Tout peut donc basculer dans les jours qui viennent. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres, merci. Et c'est Jeremy Hunt, jusqu'à présent ministre de la Santé, qui prend sa place. Une fraude maintenant, elle concerne des millions de litres de vin rosé espagnol et pourtant vendu comme produit en France. C'est la répression des fraudes, la DGCCRF, qui avait d'ailleurs reçu des alertes dès 2015. François Geffrier, c'est donc une fraude massive. Oui, 10 millions de bouteilles ont été étiquetées de façon frauduleuse. Au départ, c'est du vin en vrac venu d'Espagne qui coûte 34 centimes le litre. En France, le vin en vrac coûte presque 2 fois et demi plus cher. Ce vin en vrac espagnol est mis en bouteille sur laquelle on met donc une étiquette vin de France et elle est vendue 3 ou 4 euros en toute illégalité. Et puis quelques restaurateurs se sont fait pincer en servant des vins au verre. Ils versaient un vin espagnol au lieu d'un français. On parle là de tromperie et d'usurpation des signes de qualité. Les peines encourues vont jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. À côté de ces fraudes pures et simples, il y a aussi des pratiques commerciales trompeuses. Là, c'est un peu plus sournois. Par exemple, vous allez voir sur l'étiquette « mise en bouteille en France », même si le vin est espagnol. Ou alors, il y a un drapeau bleu-blanc-rouge sur l'étiquette ou une fleur de lys, quelque chose qui fait franchouillard alors que ce n'est que de la déco. Sur certains cubis de vin, l'indication d'origine est cachée sous la poignée. Il fallait vraiment bien chercher. Ces pratiques sont évidemment très pénalisantes pour les vignerons français car ils vendent moins de leurs produits. Et nous, si on se fait avoir, on croit qu'on boit un mauvais vin français alors qu'il n'est pas du tout français. Bref, en plus de consommer le rosé avec modération, il faut écarquiller les yeux sur les étiquettes si vous voulez éviter aux producteurs français une bonne gueule de bois. Merci François Geffrier. Un écran géant à l'hôtel de ville, 1200 policiers et gendarmes. Paris est prête pour la demi-finale France-Belgique demain. C'est évidemment que le dispositif pour Paris. On imagine que dans toute la France, c'est la même chose à des degrés différents. En tout cas sur Europe, journée spéciale de 17h à 1h du matin. Et les Bleus dans tout ça, dans quel état d'esprit sont-ils? Didier Deschamps et Hugo Lloris ont donné une conférence de presse tout à l'heure. Écoutez le capitaine des Bleus. Elle sait bien défendre, elle sait très bien attaquer, elle sait contre-attaquer, elle est forte dans les airs, elle est forte au sol. C'est une grande équipe, c'est une génération fantastique et voilà. Et pour les battre, il faudra, comme j'ai dit, un très grand match même de notre part. Il faudra également un peu de réussite, mais il faut aller la provoquer, cette réussite. Et en tout cas, il y a tout pour un très grand match et puis pour prendre un maximum de plaisir ensemble. On sait qu'il va y avoir des moments difficiles, il faudra être prêt à souffrir, mais on le sera parce que l'état d'esprit est remarquable depuis le début et parce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde et voilà, c'est une opportunité dans notre carrière.
il faut la saisir. Et j'aurais dû vous prévenir quand Hugo Lloris parle de elle. C'est bien sûr l'équipe de Belgique que nous affrontons demain, Hugo Lloris, avec Cyril de la Morinerie. Notez que Kylian Mbappé n'est pas venu s'entraîner aujourd'hui. Cependant, le sélectionneur a fait savoir que ses 23 joueurs étaient tous opérationnels. Le Tour de France maintenant avec la victoire au contre-la-montre à Cholet de l'équipe BMC. Et c'est le Belge Greg Van Avermaet qui est maillot jaune. C'est un grand fête pour prendre le maillot, c'est un rêve. Ouais, j'espère. J'étais encore dans le maillot jaune demain soir. Il y a un Belge leader en France, c'est déjà quelque chose, je pense. Et je suis un grand fan de football. Et j'aime l'équipe belgique et j'espère qu'avec le rouge, on va gagner contre la France. Tu m'étonnes. Greg Van Avermaet avec Axel May, le tennis à Wimbledon, avec tous les espoirs français qui reposent désormais sur Gilles Simon, dont le match contre l'Argentin Juan Martín del Potro a été interrompu par la nuit. Simon qui a gagné le 3e set après avoir perdu les 2 premiers. C'est fini en revanche pour Adrian Manarino, battu par Federer en 3-7. Et pour mon fils, son adversaire, le Sud-Africain Kevin Anderson, l'emporte en 4-7, 7-6, 7-6, 5-7, 7-6. La météo, Christine Peña, est une semaine estivale. Oui, une semaine calme et très estivale avec une faible activité météo. Pour demain, des nuages poussés par un petit vent de nord-nord-est vont s'étaler à partir des régions les plus au nord jusqu'à la Loire. Plus au sud, le ciel sera beaucoup plus dégagé. C'est en fin de journée que peut-être nous pourrions avoir quelques gouttes sur les reliefs, sur les Pyrénées et les Alpes et peut-être un orage sur la montagne corse. Mercredi, un petit peu la même configuration avec du vent qui se lèvera en Méditerranée. Et puis jeudi et vendredi, le temps sera très beau sur l'ensemble du pays. Mais en fin de journée, une petite tendance orageuse pourra être un petit peu plus marquée, toujours sur le relief. C'est vraiment sur le week-end du 14 juillet, malheureusement, que les orages pourraient bien se développer un petit peu partout. Les températures, elles seront en baisse sur la moitié nord du pays avec 20 degrés pour demain à Boulogne-sur-Mer. À Reims, à Strasbourg, il fera 24. À Paris et Besançon, 26 degrés, toujours très chaud dans le sud. Avec à Bordeaux, Grenoble, 31 degrés, 30 à Lyon, 33 à Marseille et même jusqu'à 35 à Nîmes. Merci Christine Peña, 23h13. Vous restez avec nous dans un petit instant. Sachez déjà que à partir de ce jour, eh bien, la bourse, nos amis de boursier.com sont en vacances pour tout l'été. Donc pas de point bourse, mais nous jetons un œil aux 1 du lendemain. À tout de suite.